parole, le langage, hein, les mots, n'ont pas fonction de constituer le contenu de l'image, mais ont pour fonction d'éliminer les significations excédentaires, afin d'imposer une univocité. C'est vrai pour toute image, bien sûr, au cinéma, c'est vrai en publicité. En magie, c'est vrai, je dirais, à la puissance 10. Hein, parce qu'en magie, tout geste technique est, par définition, polysémique, puisque c'est un geste qui cache quelque chose quand il montre autre chose. Et ça, le public le sait. Et donc, finalement, la parole, elle n'est pas là pour constituer, je dirais, ce que le geste fait, mais elle est là pour éliminer, hein, pour reconduire à l'univocité, hein, ce qui, je dirais, pourrait être suspecté comme pouvant avoir une signification. Je vais vite là-dessus. Deuxième raison pour laquelle, me semble-t-il, la philosophie ne s'est pas intéressée et restée silencieuse sur la magie, et cette raison, au fond, celle-ci, en revanche, elle semble absolument justifiée, elle semble sérieuse, elle semble un peu redoutable. C'est au fond le fait que la magie est une discipline, comme chacun sait, qui repose, dont le ressort principal est le secret. Autrement dit, quand on ne connaît pas le secret, je dirais, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, on n'y voit rien. Et donc, on aurait au fond une sorte de silence qui serait à la fois absolument légitime du côté des magiciens. Les magiciens sont tenus de ne pas divulguer les secrets dont ils disposent. Et donc leur silence est un silence absolument légitime. Eux, ils pourraient dire, je dirais à vous qui êtes là, public profane, comme on dit entre magiciens, ils n'ont pas le droit de dire où est le secret, quel est le secret. Et puis alors le philosophe, lui, il ne connaît pas le secret, donc il ne peut rien en dire. Donc soit on sait et on ne peut rien dire, on ne doit rien dire, soit on ne sait pas et alors il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir. Le silence, et ici on a une sorte au fond d'alliance objective, comme on disait à l'époque du marxisme, alliance objective, les magiciens et les philosophes sont jamais concertés pour des raisons absolument divergentes, je dirais marche d'un même pas, pour, je dirais, produire l'équivalent d'une sorte de conspiration du silence en quelque sorte. Voilà, on pourrait parodier à cette occasion la formule finale de Wittgenstein ou Tatus, ce dont on ne peut rien dire, il faut le taire. Il faut quand même que je continue à parler, je ne peux pas me taire. C'est une vraie question, ça, parce que vous voyez que si je n'ai pas le droit, en tant que magicien, de vous donner le moindre secret, et si, en tant que philosophe, j'oublie que je suis magicien et je n'ai rien à dire, que je ne connais pas le secret, de quoi va-t-on parler ? Est-ce que cette semaine consacrée à la magie va consister en une interminable circonvolution, une sorte d'art, l'art et la manière de tourner autour du pot. L'orateur qui me suit a trouvé un biais extrêmement ingénieux. Il va lui parler du secret, mais il va en parler selon la question juridique, au fond, du droit d'auteur, pour ainsi dire, en magie. Autrement dit, il parlera du secret, mais sans donner le moindre secret. Autrement dit, il va faire comme on va tous faire pendant cette semaine, finalement. Il va tourner autour. Voilà. On est autour, on est condamné, semble-t-il, à rester autour de ce qui compte, de l'essentiel, de ce qu'il faudrait savoir et ce qu'il faudrait dire. Or, si je suis là, cette semaine, c'est que ma conviction est la suivante: la question du secret est une fausse question. C'est la mauvaise question. Typiquement la mauvaise question. Autrement dit, si on... bon, bien sûr qu'il y a des secrets en magie, ça va de soi. Mais l'argument de la clause du secret, de l'union du secret, est un moyen finalement de s'autoriser à ne rien dire et à ne rien penser et à surtout ne rien voir. L'idée finalement selon laquelle... je vous prends un exemple d'évidence vécue, mais vécu qui n'a rien d'original. Tous les magiciens l'ont vécu un jour ou l'autre. Je faisais une fois un tour devant un petit public, un tour de close-up, comme on dit, un tour de corde, une corde de 1,50 m qui était coupée en morceaux raccommodés, changés de dimension, et qu'à la fin je faisais dans le public. Voilà. Et une dame est venue me voir à la fin du spectacle, elle est venue me voir dans les coulisses, et elle m'a dit: monsieur, je vous en supplie, dites-moi l'astuce. Dites-moi où est l'astuce.
Je suis tenu par la clause déontologique du magicien, je n'ai bien sûr pas répondu, j'ai dit je ne peux pas vous répondre. Voilà, vous avez beaucoup aimé, tant mieux, mais je ne peux pas vous répondre. Mais j'avais tellement envie de lui répondre. Madame, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de trucage. C'est vrai, il n'y en avait pas. Ou alors, si on veut, et c'est autre chose, là où ça devient intéressant, il n'y a pas un secret, il y en a 15, il y en a 20, en minute 50 de numéro. 15-20 secrets qui consistent en telle position de la main, en tel point d'appui sur le pied gauche, en tel geste répété 100 fois, etc. Autrement dit, il y a pour chacun des micro-mouvements, des heures de travail, pour enchaîner ces micro-mouvements, des semaines de travail. Voilà. Et au fond, tous ces petits secrets disséminés, au fond, se tiennent quasiment, j'allais dire, sur la surface du visible. Autrement dit, au fond, le secret, l'astuce, le truc, ce que tout le monde veut absolument percer, ce secret, ce serait peut-être, au fond, parlons pompeusement, ce serait l'argument l'obstacle épistémologique pour qui veut comprendre la magie. C'est ce dont il faut, au fond, se distraire si l'on veut vraiment commencer à comprendre ce qui se passe. J'ai un exemple que je voudrais vous donner quand même, parce qu'il est assez considérable. Kant, puisque je suis ici aussi en tant que philosophe, c'est on est philosophe, lorsque Kant, dans la troisième des critiques kantiennes, dans la critique du jugé, définit l'art en général, les arts en général, il a cette formule que je trouve absolument recevable, qui pourrait la contester, quand il suffit de savoir pour pouvoir, cela n'est pas de l'art. Parfait. Sauf que ça se gâte. Le vieux Kant, à la fin, il y a une note de bas de page, au paragraphe 43, pour commenter cette formule. La formule, donc au fond, s'il suffit d'avoir le savoir de la formule, de la recette, du secret, etc., pour pouvoir le faire, alors ce n'est pas de l'art, et inversement, s'il suffit pour le public de savoir comment c'est fait, où est le secret, pour que l'illusion se dissipe. Quand, en bas de page, je vous lis juste une phrase. Dans mon pays, l'homme du commun, alors là, le philosophe John Austin nous a appris depuis quelques décennies à nous méfier du philosophe qui s'autorise de l'homme du commun. On fait parler l'homme du commun, je dirais, avec beaucoup de facilité en philosophie. Bon, allons-y. Il y a bon dos, quoi. Bon, l'homme du commun. Bon. Dans mon pays, l'homme du commun, auquel on propose un problème tel que celui-ci, tel que celui de l'œuf de Colomb, dit « ce n'est pas de l'art ». Il ne s'agit là que d'un savoir, c'est-à-dire, si l'on sait, on le peut. Voilà ce qu'il faut dire de l'art prétendu de l'illusionniste. En revanche, on ne répugnera pas à nommer art l'adresse du danseur de cordes. Alors l'œuf de Colomb, vous connaissez, Christophe Colomb, qui, pour répondre à celui qui lui disait que découvrir l'Amérique, c'était pas grand-chose, il suffisait d'y penser, propose à ses compagnons dans ce problème comment prendre un œuf et le faire tenir debout. Et tout le monde essaye, bien sûr, tout le monde essaye de le faire, et bien sûr l'œuf ne tient jamais debout. Colomb prend l'œuf et il le pose avec un peu de fermeté, afin que la base de l'œuf s'écrase sur le support, et alors effectivement l'œuf tient debout. Et Colomb, dit-on, de s'écrier, il suffisait d'y penser. Voilà à quoi, quand on parle l'art de l'illusionniste, c'est intéressant parce que vous voyez que, je dirais, structurellement, c'est exactement le contraire. Colomb, il ne montre rien, il pose un problème, on n'arrive pas à résoudre, et pour finir, il montre la solution. Alors qu'en magie, c'est exactement l'inverse. On montre quelque chose, on ne pose pas un problème, on montre quelque chose, et à la fin arrive l'incompréhensible ou l'impossible, et la solution. Bon. Mais outre cette inversion complète de la structure, je dirais dramatique pour ainsi dire, entre le problème, le casse-tête, si l'on veut, et le numéro de magie, ce qui est, je crois, tout à fait fautif, naïf, dans le cas de ce que dit Kant, c'est que
Moi je dirais au fond, quand il suffit de savoir pour pouvoir, cela assurément n'est pas de la magie. Et tous les magiciens qui sont dans la salle, je le sais, sont convaincus, comme moi, que je dirais quand on vous vend chez les marchands de trucs, comme on dit, on vous vend des objets divers et variés avec comme réclame, comme on disait autrefois, vous n'avez rien à faire, le matériel travaille pour vous, ça fait fuir. On sait que là, c'est pas bon. Là, c'est pas de la magie. Donc, seconde raison, donc, thèse au fond que je ne vais pas développer, mais au fond, je dirais qu'un secret peut en cacher un autre, et en l'occurrence, être obnubilé par le secret, c'est assurément manquer le lieu des vrais secrets, qui sont le plus souvent à la surface, invisibles. Et ce point de cette moi je vais le développer samedi prochain, si vous voulez, je vais participer à la conférence de samedi sur l'idée au fond qu'on a affaire au visible dans sa surface pure, et qu'il n'y a pas d'arrière-plan, ni de savoir, ni, je dirais, physique. J'accélère si vous voulez. La troisième raison, au fond, celle-ci, ça revient à mon sujet annoncé en tout cas, si j'ai le temps d'en parler. La troisième raison pour laquelle la magie, me semble-t-il, est laissée pour compte de la pensée théorique, esthétique et philosophique en général, c'est au fond, ça tient au fond au discrédit philosophique du spectaculaire. L'idée au fond que le spectaculaire finalement s'adresserait en nous, parce que l'effet magique est spectaculaire. Autrement dit, la spectaculaire s'adresserait en nous, je dirais, à la part imbécile, au gogo, à l'autre de l'intelligence. Le spectaculaire, c'est bien connu, il vise bas, et la force de son impact est inversement proportionnelle à son intérêt, je dirais, spéculatif ou théorique. Autrement dit, du spectacle, si vous voulez, mais s'il vous plaît, le moins spectaculaire possible. C'est déjà chez Aristote, ça. Autrement dit, éviter les retournements, les choses qui, je dirais, en mettent plein la vue. Je dirais, ça c'est pour les gogos. Alors que toute activité qui mérite que la philosophie s'y intéresse, au fond, on suppose qu'on ne mette pas l'intelligence au vestiaire, mais qu'on la convoque, au fond, en quelque sorte, je dirais, de plein droit. Je crois que c'est pas difficile de voir qu'en magie, s'il faut choisir entre le spectaculaire et le spéculatif, je dirais que le choix, l'alternative entre spectaculaire et spéculatif, spectaculaire, je dirais, et possibilité d'une présence de l'intelligence, je dirais en magie, si l'intelligence est mise en sommeil, si elle est laissée au vestiaire, alors tout simplement, il n'y a pas d'effet magique. L'idée au fond, c'est que l'intelligence, non seulement n'est pas congédiée, n'est pas laissée de côté, mais qu'elle est absolument convoquée comme la condition de possibilité de l'effet. L'intelligence, au fond, sur le mode d'une vigilance, d'une attention extrême, autrement dit, d'une présence tendue, qui est absolument requise, sans quoi, au fond, l'intelligence qui penserait qu'elle n'est pas concernée, que ça s'adresse au gogo, elle ne veut peut-être pas se rendre compte que, en l'occurrence, le gogo, c'est elle-même. Au fond, il y aurait ici une sorte de défense, finalement, l'intelligence dépitée, défaite, en déroute, voudrait finalement répudier ce qui, au fond, littéralement, la dépasse. Je voudrais finir, peut-être parce que je vois que l'heure tourne, finir sur un aspect que j'aurais voulu développer, mais tant pis, qui est, au fond, de caractériser le dispositif par lequel l'intelligence, au sens bergsonien, l'intelligence comme refus de l'impossible, comme refus du nouveau, comme refus de l'inédit. Chez Bergson, l'intelligence, c'est au fond cette instance par laquelle, au fond, je m'efforce de me rendre absolument sourd et aveugle à tout ce qui pourrait finalement s'imposer comme radicalement nouveau, radicalement extraordinaire, radicalement inédit. Et Bergson, qui s'est très peu intéressé à la magie, s'est intéressé un peu à Robert Houdin, qu'il a lu, qu'il a commenté, mais sur des points mineurs et pas vraiment percutants. Mais Bergson a caractérisé de façon, je trouve, assez géniale la manière dont l'intelligence, finalement, consiste à
éradiquer, éliminer, atténuer l'impossible, l'inédit, le nouveau, afin de le faire rentrer dans le rang. Bon. Comment est-ce qu'elle s'y prend, l'intelligence, selon Bergson? Elle s'y prend quand un événement surgit, absolument nouveau et qui déroute, l'événement qui a lieu sous mes yeux, et quand il a lieu, je me dis, mais c'est impossible. C'est absolument imprévu, imprévisible, c'est absolument, je dirais, pas dans le programme, en quelque sorte. Prenez un événement, une guerre qui se déclare, donc le grand Bergson, une œuvre d'art absolument nouvelle. Prenez le 11 septembre, je ne sais pas, c'est impossible. Bon. Comment fait l'intelligence? Elle va prélever dans le contenu de l'événement en question, elle va en prélever justement le contenu, prélever dans le réel le contenu que le réel offre, afin, deuxièmement, de le dissocier du réel lui-même et de le projeter en amont du réel dans un passé fictif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fond, comme dit Bergson, que l'intelligence, et en l'occurrence, quand on pense Bergson, il pense à la métaphysique classique de Leibniz par exemple, l'intelligence, elle pose comme une sorte d'axiome que le possible est moins que le réel. Autrement dit que le réel, ce n'est au fond que du possible, auquel on ajoute une couche, la couche d'existence, qui au fond est assez indifférente, ne constitue en rien le contenu du possible en question. Or, la thèse de Bergson, c'est la thèse exactement inverse, contre la thèse selon laquelle le possible est moins que le réel. Bergson dirait au fond, paradoxe provoquant, le possible est plus que le réel, puisque le possible c'est quoi? Le possible c'est ce que j'obtiens quand je prends le réel, que j'y prélève un contenu, et deuxièmement que je lui ajoute l'opération de le transporter en amont de lui-même dans un passé antérieur. Bon, afin de quoi? Afin que lorsque l'événement survient, je puisse le penser comme l'actualisation d'une possibilité antécédente. Autrement dit que le possible, finalement, appartient à une sorte d'armoire des possibles, comme dit Bergson, dans lequel je vais loger, au fond, tous les possibles qui pourront survenir, mais toujours rétrospectivement. Or, cette analyse, elle me paraît vraiment géniale. Elle marche à tous les coups, je dirais, pour chacun de nous, quand on a affaire à un événement absolument imprévisible. Comment faire autrement de le penser rétrospectivement comme ayant été possible avant de survenir, ce qui est faux pour Bergson, bien sûr. Appliquons ça à la magie. Eh bien, ça ne marche pas, justement. Et ça, il n'a pas vu Bergson, mais bon, ça ne marche pas, mais c'est grâce à lui qu'on peut le voir que ça ne marche pas. C'est-à-dire, au fond, que fait le magicien avant que surviennent les faits? Eh bien, il fait en sorte que tout ce qui est donné à voir exclut absolument, consiste, au fond, dans l'exclusion de l'advenu de l'effet. Autrement dit, vous voyez, l'intelligence est coincée là. Elle ne peut pas prendre l'effet, prendre ce qui la surprend, ce qui est impossible pour elle, pour le rejeter en amont de lui, pour ensuite le penser comme, je dirais, la survenue de ce qui était, je dirais, anticipable, même si elle n'avait pas anticipé, si vous voulez, puisque justement tout ce qui précède un effet, que ce soit un effet terminal de numéro ou des micro-effets qui succèdent, tout ce qui est montré est justement, consiste exactement à rendre absolument impossible ce travail de rétrojection, en quelque sorte, de l'intelligence, du contenu de l'événement, de l'effet, en amont de lui-même. Voilà, cette idée-là me semble riche de développement, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup développer. J'aurais voulu dire quelques mots justement de ce qui se passe, ce qui arrive à l'intelligence lorsqu'elle est en présence d'un impossible dont elle sait bien, aussitôt, dès qu'il survient, qu'elle ne pourra en aucune façon, justement, le projeter rétrospectivement en amont de lui-même, autrement dit qu'il demeure absolument impossible. C'est l'idée au fond que l'impossibilité qui survient n'est pas seulement une nouveauté, n'est pas seulement un extraordinaire ou un imprévu, voire un imprévisible, mais que l'impossible qui survient est, et ça c'est, je crois, assez unique, est un impossible qui coexiste avec sa propre réalité.
Autrement dit, un impossible dont je sais qu'il est impossible, et il le reste, en même temps qu'il est là, sous mes yeux, je dirais, à en crever les yeux. Bon. C'est extrêmement violent, ça. C'est très violent pour l'intelligence. C'est une déroute, une défaite assez humiliante. On pourrait développer l'idée, et ce serait intéressant, que cette violence du choc, cette violence de la déroute de l'intelligence, je dirais, échappe, ou en tout cas s'affranchit de ce qui serait une humiliation de l'intelligence, par le fait que le tout se passe dans une sorte de dispositif psychologique général et consenti, qui pourrait résumer sur le mode du « c'est pour rire » ou « c'est pour de faux ». Autrement dit, le savoir, finalement, du caractère artificiel de ce qui est produit, ce savoir, au fond, que c'est un jeu, que je suis joué, et que j'y consens, ce savoir, me semble-t-il, a pour conjuguer avec la possibilité qui choque et qui survient, ces deux éléments, au fond, produisent une sorte de, j'oserais dire, une sorte de volupté de l'intelligence dans l'expérience de sa propre déroute. Une volupté, une douceur, finalement, une sorte de ravissement de l'intelligence qui fait l'expérience d'être absolument surpassé, sans aucun recours, je dirais, ni en amont, avec Bergson, ça ne marche pas, ni en aval. Autrement dit, c'est ça qui est très fort en l'effet magique, c'est que, je dirais, l'effet, il est ponctuel, mais à la fois, rien avant lui ne peut en rendre compte, et même tout ce qui est avant lui, au fond, l'exclut, pourtant il est là. Et à l'instant où il survient, je dirais, c'est un coup de grâce. Autrement dit, il est conclusif. C'est pas, je dirais, c'est pas une énigme, c'est pas un paradoxe, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui est donné et qui attendrait une solution ultérieure. On n'est pas, si vous voulez, frustré du fait que la solution soit différée, mais on sait de science certaine, à l'instant où l'effet survient, que, je dirais, il n'y a pas de solution, encore une fois, ni en amont, ni en aval. Cette ponctualité me paraît quelque chose d'extrêmement propre à la magie, et dont on ne trouve pas, au fond, l'équivalent, je crois, dans aucun des autres arts du spectacle. Cette ponctualité, ni au cinéma, ni au théâtre, peut-être, au fond, une sorte de nouement, mais non pas le dénouement. Si vous voulez, ça aurait la fonction structurelle d'un dénouement théâtral, ce par quoi les choses se terminent, c'est le dernier mot, mais à la fois, c'est tout l'inverse d'un dénouement, c'est un nouement. Autrement dit, je dirais, le choc de l'impossible se donne à la fois comme irréductible et à la fois comme, je dirais, définitif. Bon, je crois que je vais devoir m'arrêter parce que l'heure a beaucoup tourné. Est-ce que je peux peut-être 2 minutes, maintenant n'est pas trop longtemps, 2 minutes, donner la parole à ceux qui souhaiteraient poser des questions. Y a-t-il des questions, des objections? J'espère bien qu'il y a des objections.